Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Petit Pilier. Le Petit Pilier ouvre ses portes, il est 19h30 pendant 20 minutes. Nous allons commenter, décortiquer, analyser l'actualité du monde du rugby en Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir, ce n'est pas la Saint-Nicolas, on est le 9 décembre. Et pourtant, ça y ressemble. Deux Nicolas avec nous sur ce plateau. Nicolas Guyamier, président de Florac, club girondin de Fédéral 2. Bonjour, merci d'être avec nous. Nicolas Paolorsi, est-ce qu'on vous présente encore ? Spécialiste du rugby, entre autres sur RMC Sport. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Voici les grands thèmes de cette émission ce soir. Nous allons parler de La Rochelle, le flop en Champions Cup. La Rochelle, déjà éliminé après 3 journées. Bordeaux-Bègles, seul au monde quasiment. Seule équipe de Nouvelle-Aquitaine à s'être imposée en challenge. Et de quelle manière avec ce carton énorme à Agen. Nous parlerons évidemment de rugby amateur avec Nicolas Guyamier, entre autres, président de Florac, équipe de Fédéral 2, et des problématiques, au-delà de votre club, de ce rugby amateur. Et il y en a. Premier thème, messieurs, de la soirée, La Rochelle. Nicolas Paolorsi, vous étiez au match. J'étais. Battu à domicile par Glasgow, 3 matchs, 3 défaites. Ciao l'Europe, c'est fini. Est-ce que c'est logique ? Oui, c'est logique. C'est logique. La Rochelle a 1 point. Ils ont réussi à prendre le bonus contre Glasgow. Ils perdent un match qu'ils ne doivent pas perdre. Alors, c'est ce qu'on disait, c'est que... Très français, ça, quand même. C'est un peu français. Non, mais c'est surtout avant, ça. On perd des matchs qu'on domine, mais on les perd. Ils ont perdu 3 fois, et 3 fois dans des physionomies totalement différentes. Premier match contre Exeter, ils sont battus par plus fort. Deuxième match à Sale, indiscipline. Ils prennent un carton rouge, 4 cartons jaunes. Donc, au niveau de la discipline, ils n'y sont pas. Et là, alors qu'ils peuvent gagner, c'est vraiment un manque d'expérience. Ils ont 6 possibilités de prendre des points au pied. Ils vont chercher des pénales touches pour aller chercher des essais, parce qu'ils avaient cette pression de prendre un bonus pour pouvoir rester en vie dans la compétition. Ils ne le font pas. Et derrière, sur un détail, ça tourne, une interception, les Écossais reviennent et ils perdent le match. Mais voilà, ça montre quand même que sur l'ensemble de la compétition, le La Rochelle de cette année était beaucoup trop tendre pour espérer quelque chose. C'est ce qu'ont dit les joueurs, sur les réseaux sociaux, sur les tweets, on va les voir. Nicolas ? Non, mais effectivement. Logique aussi l'élimination de La Rochelle déjà ? Oui, pour reprendre les commentaires de Nicolas, il est évident qu'on va chercher les points au pied pour essayer de prendre avantage et de scorer, et non pas d'aller chercher des pénales touches en se disant qu'on doit aller chercher un bonus. Voilà, donc quand on va chercher un bonus, et souvent ça peut arriver et on perd des matchs. Vincent Rattez parle de match le plus abouti de la saison. Oui, en Coupe d'Europe quand même, non ? Ouais, mais en Coupe d'Europe, c'est vrai. En Coupe d'Europe, c'est vrai. Je pense qu'en top 14, ils ont fait des prestations qui étaient équivalentes. Mais c'est vrai qu'ils ont fait une première période où ils marchent sur les Écossais, alors que Glasgow, c'est quand même 18 internationaux sur la feuille de match. C'est quand même une grosse armada qui fait quart de finale l'an passé contre les Saracens, où ils perdent pas de beaucoup. La poule était difficile quand même. Donc, la poule était très relevée. Mais c'est vrai que c'est un match où voilà, c'est abouti. Maintenant, et si on fait le parallèle un petit peu avec l'UBB, cette équipe de La Rochelle est très jeune, beaucoup moins expérimentée que certains cadres de l'UBB actuellement. Et là où il y a 2 ans, ils surfaient sur cette dynamique incroyable avec Patrice Colazo et tout ça, l'effet de surprise, là maintenant ils ne l'ont plus. Et forcément, ils le payent un petit peu. Cette inexpérience au niveau des joueurs, de l'effectif qu'ils sont en train de construire, ça pêche un peu. C'est un problème dans la progression de La Rochelle ? C'est un frein, vous pensez ou pas ? Ils ont éliminé de la Coupe d'Europe, c'est oublié, il y a le championnat, il y a le top 14. Ils sont un peu en difficulté quand même dans ce top 14 pour l'instant. Ouais, mais le top 14 n'est pas aussi, c'est pas aussi forcément les mêmes compétitions que la Coupe d'Europe. On le voit notamment avec le Racing. Le Racing qui perd à la maison la semaine dernière contre l'Union Bordeaux-Bègles. Et à contrario... Le Racing, votre ami Maxime Macheneau, qu'on salue d'ailleurs. Oui, Bordelais, Girondin pur souche. Allez-y, je vous ai coupé. Et effectivement, le Racing a été gagné ce week-end sur un match avec un beau score. Donc c'est important. Et donc il y a des différences de niveau, mais aussi de gestion mentale avant les matchs, que ce soit de top 14 ou de Coupe d'Europe, mais aussi d'envie de jouer et de perception de match. On ne peut pas gagner un match avant de l'avoir joué et de savoir si on va aller mettre un bonus pour continuer à exister dans une compétition. Et ça peut être un mal français quand même. Et on va voir. On va enchaîner, Nicolas, avec l'UBB, parce qu'on parlait de La Rochelle, pour qui rien ne va, ou quasiment rien. L'UBB, en revanche, tout va bien, je vous le disais tout à l'heure, seule équipe de Nouvelle-Aquitaine à avoir gagné en Coupe d'Europe ce week-end, avec cet incroyable carton, 73-3, quasiment 1 point par minutage, un vendredi soir. On va voir les réactions après, des uns et des autres. Est-ce que vous êtes surpris par l'ampleur du score ? Franchement. Forcément, parce que tout simplement, c'était Agen qui recevait. Si Agen s'était déplacé, on sait que les Agenais dans cette Challenge Cup, c'est un petit peu le laboratoire du SUA, on fait monter énormément d'espoir. La priorité, c'est le top 14. Et d'ailleurs, ils font un bon début de saison en top 14, vu qu'ils sont hors de la zone de relégation. On rappelle qu'Agen est de très loin le plus petit budget du championnat, avec la plus
faible masse salariale, qu'à chaque fois ils doivent sortir des joueurs. Ils ont perdu une quarantaine de joueurs sur les 2 dernières saisons depuis leur accession au top 14. Donc en Challenge Cup, ils doivent faire tourner. Maintenant, exploser de la sorte, c'est inquiétant. Ils ont vraiment explosé. Ouais, c'est inquiétant. Attention quand même à cette équipe de Bordeaux, parce qu'on se dit quand même que les Bordelais, ils en mettent 70. Alors certes, c'était très solide sur le papier, mais il faut les claquer les 70 points. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux de supporters bordelais qui disaient impressionnant, etc. Cette victoire bordelaise, Nicolas, vous aussi, vous êtes de l'avis de... Je suis totalement de l'avis de Nicolas. Effectivement, Nicolas du plateau du soir, il y en a aussi un autre en régie, Nicolas. Mais non, voilà, l'Union Bordeaux-Bègles surfe sur une vague avec un dynamisme incroyable. Je le répète, mais ils ont été gagnés quand même au Racing la semaine d'avant. C'est impressionnant, ça tweet, bien sûr. Un superbe match qui a été totalement abouti. À Agen, ils ont continué leur prestation sur une équipe d'Agen qui avait légèrement fait tourner, dans une réalité qui est ce qu'elle est, avec des joueurs qui avaient envie tout simplement de combattre et de faire une prestation. Après, Agen vient à Bordeaux samedi, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que les joueurs agenais vont réussir à se mentalement rebondir pour venir au moins essayer de faire quelque chose, mais ça peut être compliqué. Ouais. Alors c'est la plus large victoire, la plus large défaite, de l'UBB, la plus large défaite à domicile d'Agen de toute son histoire. Et regardez ces 2 tweets incroyables. D'abord le premier, celui du président du SUA, quelques heures après le match, qui s'est dit carrément désolé pour le comportement de son équipe. Les valeurs et l'agressivité sont restées au vestiaire. Et que dire de celui tweet très ironique du maire d'Agen, Jean Dionis, qui lui s'est dit qu'il avait fait le bon choix vendredi soir en allant à l'Opéra voir le Boléro de Ravel, qui est effectivement très beau, plutôt que son équipe d'Agen. Elle a laissé des traces. Est-ce qu'elle va laisser des traces, cette humiliation à la maison? Non, moi je pense pas. Je pense pas parce que forcément il y aura une réaction d'orgueil. On se doute qu'ils vont venir la semaine prochaine avec le couteau entre les dents, mais globalement je pense pas que ça laisse de traces parce que on le disait. Et même en Champions Cup, quand on bascule sur la Coupe d'Europe, c'est vraiment 2 compétitions différentes. Et je crois que les joueurs font vraiment la part des choses. En tout cas, quand on échange avec eux, ils switchent très rapidement. Et voilà, ils en ont pris 73, c'est terrible. Prochain match à Armandie, bien évidemment, ils vont aussi essayer de regagner un petit peu le cœur de leur public. Moi, je pense que ça peut être qu'une bonne chose, parce que le prochain match en top 14, ils reçoivent. Ils se sont pris une grosse claque à la maison. Il y avait 8 recrues vendredi soir quand même sur le terrain, même s'ils ont fait tourner. Oui, mais il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait par exemple Gauthier Marava, qui est championnat du monde moins de 20 ans, qui commence vraiment à goûter au monde pro. Il y avait énormément d'espoir sur le banc des remplaçants. Et d'ailleurs, le staff des espoirs avait préparé le match avec le staff des pros pour vous dire à quel point les 2 effectifs avaient été mélangés. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse tirer énormément d'enseignements de ce match du côté d'Agen, si ce n'est que pour le prochain match à la maison en top 14, à mon avis, l'équipe qui va se déplacer, elle va devoir se préparer à une réception assez costaud. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez dit à vos joueurs si une telle humiliation s'était produite, Nicolas? Mais ça nous est président de Florac. Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs après un match? Alors on est ironique, on tweet, on prend du recul, ou est-ce qu'on est dur en disant Dans la réalité des faits, l'année dernière, match retour derby, Lormont-Florac, on va prendre 50 points chez nos amis Lormontais. Je peux vous garantir qu'à la fin du match, j'avais l'ensemble des partenaires, des bénévoles de notre club qui était en furie, monsieur le maire qui n'était pas content non plus. On est descendu avec le maire dans les vestiaires des Floraquais et on a été s'expliquer et j'aurais dit ce que je pensais de cette non-prestation parce que pour nous, à notre niveau en Fédéral 2 l'an dernier, il y avait eu un manque de prestations, un manque d'investissement et d'engagement de nos joueurs. C'est surtout ça qui est gênant, c'est le manque d'investissement au-delà du score. C'est exactement. Le rugby, c'est une histoire d'hommes. On peut avoir la plus belle équipe du monde avec un manque d'investissement et un manque d'envie et d'aller en découdre sur un terrain pendant 80 minutes. De base, il y a un souci. Et c'est là où les managers et les entraîneurs doivent être présents pour faire monter la sauce et de faire monter la pression pour que les joueurs aient envie d'en découdre et de faire une prestation aboutie sur un esprit d'équipe. Et la transition, elle est tout trouvée. C'est une magnifique passe croisée que vous venez de réaliser, parce qu'on va parler maintenant. Chistera. Passe croisée, c'est autrefois. Maintenant, c'est les Chistera, on est un petit peu derrière. Du panache, du jeu, 2-3 quarts. Le 3e thème de l'émission, justement, est consacré à votre club, Nicolas Guyamier, président de Floirac, équipe de Fédéral 2, équipe girondine, 4e niveau français, la Fédéral 2. Vous êtes 3e de la poule 7 après votre belle victoire hier chez l'un de vos concurrents directs pour le haut de tableau, c'était sur Gers. Exactement. Tout va bien pour l'instant? C'est votre 2e saison à ce niveau? Tout va bien? Oui, effectivement. Donc, 2e saison en Fédéral 2. Florac a connu la Fédéral 2 il y a 10 ans, était redescendu en Fédéral 3 et honneur. On est remonté petit à petit en travaillant, toujours dans la simplicité, en partant de nos bénévoles, de nos partenaires, et puis après sur l'aspect sportif, de l'école de rugby, des cadets, des juniors. 390 licenciés dans votre 390 club. Licenciés sur l'ensemble du club. Oui, mais c'est bien, mais on a un club qui est très compétitif parce qu'on a énormément de bénévoles, on a énormément d'éducateurs qui travaillent
toutes les semaines qui font que les joueurs ont aussi, et les petits ont envie d'aller aux entraînements, d'apprendre à évoluer au rugby pour après monter de section à section. Et on continue tous les ans à essayer de structurer le club afin tout simplement d'évoluer et d'avoir une place sur la région bordelaise. C'est le vivier du rugby, Florac, ils ne sont pas tout seuls, il y a d'autres clubs bien évidemment, mais c'est le vivier du rugby, c'est vraiment ça, c'est la force de ce rugby-là. Bien sûr, moi j'avais une question pour Nicolas, bien sûr, l'implication des bénévoles. Non, mais c'est juste, on sait qu'il y a énormément de clubs sur la Gironde, de clubs de rugby, il y a une grosse densité. Ils sont 6, je crois, en Fédéral 2, dans toute la Gironde, ils sont 6. Est-ce que c'est facile d'exister, justement, d'avoir des bénévoles comme ça quand il y a autant de clubs si proches ? Nous, Florac est quand même un club qui est très ancien. Moi, il y a 8 ans que je suis au sein du club de Florac, par le partenariat vice-président puis président. Le gros travail, il est vraiment de respecter et d'honorer nos bénévoles qui font que le club se construit et le club avance d'année en année. J'ai envie de dire que des joueurs, on peut en faire venir, pas forcément si compliqué que cela, sauf que les joueurs, ils partent, ils viennent et ils partent, alors que des bénévoles, c'est important parce que c'est ce qui font vivre le club, comme nos éducateurs, à l'école de rugby ou sur l'ensemble des sections. Et ça, c'est très important de les respecter, d'arriver à les faire venir et de les faire rester par rapport à la multiplication des clubs qu'il y a sur la région. Qu'est-ce que vous avez comme objectif cette saison pour l'équipe de Fédéral 1 ? Il n'y a pas qu'elle, on l'a dit, il y a près de 400 licenciés. Est-ce que vous envisagez, vous ambitionnez de monter en Fédéral 1 ? Il n'y en a pas dans l'agglomération bordelaise, il y a l'UBB Top 14, derrière, il faut arriver en Fédéral 2 pour trouver un club suivant. C'est possible de monter en Fédéral 1 ? Tout est possible financièrement déjà, c'est compliqué, j'imagine ? Tout est possible dans la vie, cependant il faut rester humble et il faut rester à sa place. Aujourd'hui, le club de Florac, il est bien positionné en Fédéral 2. J'ai envie de dire malheureusement, mais ce n'est pas malheureusement parce que c'est ironique, mais on a une superbe équipe qui prend très bien, qui est hyper dynamique, hyper motivée, hyper enthousiaste. Si elle doit aller en Fédéral 1, on l'assumera et on le fera. Ce n'est pas obligatoirement un objectif très précis pour cette saison. Et ça ne peut pas être un objectif parce qu'on a un club qui vit bien et moi je ne veux pas déstructurer le club de Florac par rapport à sa vie globale. La Fédéral 1, c'est un monde semi-professionnel, c'est un monde plus compliqué où il y a des équipes… Oui, il faut payer des joueurs. Oui, et surtout avec des équipes, des grosses équipes de Fédéral 1 où si c'est pour perdre la moitié des matchs à la maison et perdre cet esprit de compétitivité que l'on a et que nos partenaires, nos bénévoles ne soient pas satisfaits et que ça crée une zizanie, c'est pas bien. Nicolas ? Ouais, c'est compliqué de Derrière monter. l'UBB, on le sait, on l'a dit, beaucoup de choses essaient de se faire à Florac et se font déjà. Ça manque un petit peu au rugby de l'agglomération bordelaise. Bordeaux, terre de rugby historique, évidemment, d'avoir peut-être un club d'un niveau un peu plus proche du top 14. Bien sûr, parce que cette concurrence, et même, on peut même imaginer qu'un club qui monte en Fédéral 1 devienne un petit peu l'équipe espoir, on pourrait dire de l'UBB, avec un échange de joueurs. C'est vrai que ça se fait beaucoup maintenant dans les clubs de foot, par exemple, vous avez un club de Ligue 1 qui a un club qui est une sorte de filiale, voilà, où on se prête beaucoup de joueurs. Ça pourrait exister. Maintenant, Nicolas l'a dit, et le discours, il est terrible. C'est-à-dire qu'on a une équipe de dingue, on peut monter sportivement, mais ça va être compliqué de l'assumer. C'est super dur, c'est très compliqué. Je pense qu'il a une vision dans la gestion lucide. Voilà, c'est important parce qu'on a vu tellement de clubs monter sportivement, mais exploser derrière et déposer le bilan. Et pas des petits clubs, des clubs qui étaient déjà structurés depuis plusieurs années. Il faut faire très attention avec ça. Alors la transition, encore une fois, là, ça n'est plus à la Chistera, on a la double Chistera. Passe croisée pour le dernier thème de l'émission, effectué par vous, Nicolas, magnifique, merci pour cette transition. On va élargir au monde du rugby amateur. On parle beaucoup des pros, bien évidemment, et Nicolas me l'a rappelé il n'y a pas très longtemps. Parlons des amateurs. Ils sont là et bien là dans le monde du rugby aujourd'hui. C'est un sport, le rugby, qui a perdu cette saison 45 000 licenciés. Chiffre de la Fédération française. Nicolas Guyamier, qu'est-ce que vous en pensez ? Le rugby est moins attirant chez les jeunes, parce que quand on parle de licenciés, c'est évidemment des jeunes licenciés. Est-ce qu'il est moins attirant qu'avant ? Est-ce qu'il y a la peur des parents, des drames qu'on a connus sur les terrains l'an dernier, des blessures graves ? Est-ce que c'est vrai dans votre club ? Est-ce que c'est pas vrai ? Qu'en pensez-vous de tout ça ? Nous, dans notre club… À Florac, je rappelle, vous êtes le président de Florac. On n'a pas de perte de licenciés. Au contraire, on récupère des licenciés. Mais on fait un gros travail de fond, on fait un gros travail de forme. Donc c'est plus que du rugby, c'est vraiment de l'entraide, des valeurs, c'est vraiment façon, vrai toujours le rugby, c'est un sport de valeurs. Mais dans le monde amateur, c'est toujours vrai. Dans le monde pro, on a un peu de mal plus que jamais. À les trouver. Mais chez les amateurs, oui, c'est vraiment ça, vous insistez totalement. Là-dessus. Donc on récupère effectivement des licenciés, donc on n'a pas de diminution de licenciés. Cependant, on voit que dans d'autres clubs qui sont plus éloignés dans des campagnes, on a des pertes de licenciés. C'est difficile de l'expliquer ? Difficile, oui et non, mais il y a quand même le rugby,
si on repart il y a quelques années, il y avait quand même moins de communication, il y avait quand même moins de médiatisation sur l'ensemble des sports. Et donc les gens allaient soit vers le foot, soit vers le rugby. Aujourd'hui, il y a un nombre de sports qui s'élève. Beaucoup de diversité, oui. Il y a beaucoup plus de diversité. Les communes créent des omnisports et dans ces omnisports se crée une multitude d'associations qui font que, de base, il faut bien partager les licenciés sur ces ensembles et font que ça peut faire diminuer le nombre de petits rugbyman. Moi, je crois que vous avez dit quelque chose qui est juste, c'est aussi vous êtes très bon. Non, mais la sécurité dans le rugby, bien évidemment, on en parle énormément. Et moi, je vois, ne serait-ce que dans notre entourage, quand on a des jeunes enfants qui veulent parfois se mettre au rugby, la maman qui dit « Ah ouais, j'ai quelques doutes, le rugby, non, ça me fait un petit peu peur maintenant ». Il y a ça, et je crois qu'il y a une autre donnée, ce sont les résultats de l'équipe de France, depuis maintenant 4-5 ans, où quand on est tout jeune aussi, on s'identifie forcément aux résultats du 15 de France, qui dans les années 2000 quand même faisait des grands chelems, gagnait des matchs, était performant en Coupe du Monde. Et on parlait tout à l'heure du rapport rugby-foot. Nos footeux, ils sont champions du monde et nos rugbyman, ils peinent à retrouver le très haut niveau international. Et je pense que quand on est un gamin aussi, on a besoin de s'identifier à ça. Et donc une équipe de France compétitive, je pense que ça pourrait, ça résoudrait pas tout, mais ça pourrait en tout cas redonner l'envie chez les enfants de se remettre vraiment au rugby. Alors le rugby amateur en jeu de bataille électorale, ça a commencé. Bataille électorale pour la présidence de la fédération dans un peu moins d'1 an. Serge Blanco, la semaine dernière dans la presse, accusait carrément Bernard Laporte d'avoir tué le rugby amateur. On n'est pas en campagne électorale. Nicolas Guyamier, ce n'est pas l'objet de la discussion. Pourquoi le rugby amateur est-il au centre d'autant d'intérêts et de batailles de dirigeants ? Je ne sais pas. Premièrement, moi je fais du rugby et voilà, je ne fais pas de politique. Serge Blanco qui sera sur une liste d'opposition, Bernard Laporte, je rappelle. Moi, je considère que l'on a un président, qu'on doit respecter le travail qui est accompli. Il n'a pas tué le rugby amateur, comme dit Serge Blanco. Non, nous, sur Bordeaux, la Florac, il n'a pas tué le rugby amateur. Et je considère que l'on a un président, on doit respecter notre président sur le travail qui est accompli. C'est comme ça, il a été élu et on verra le programme de campagne des futurs candidats. Mais en attendant, pour nous, on n'a pas de problématique et on suit plutôt nos joueurs de rugby et faire évoluer notre club que de faire de la politique politicienne comme c'est en train de se passer. Oui, c'est ça, je crois que c'est la bataille politique est lancée. Serge Blanco, il communique sur 2 choses, c'est 24% de licenciés en moins dans les écoles de rugby, on en parlait tout à l'heure, et un deuxième chiffre, c'est l'augmentation de la masse salariale à la Fédération française de rugby de 65%. Mais l'Assemblée générale a adopté les comptes ce week-end. Exactement. À 66% pour, 33% contre, l'opposition dit on n'a jamais été aussi nombreux. On sait que Serge Blanco va se mettre sur la liste de l'opposition, incarnée par Florian Grill. On sait qu'il y a des tensions, et plus qu'avec Bernard Laporte, peut-être avec Serge Chimon. Voilà, donc il se sert de ces 2 chiffres-là pour justement partir en campagne contre l'opposition, et c'est normal, sachant qu'aussi le sujet du rugby amateur était quand même le grand cheval de bataille de la candidature Laporte à l'époque. C'était vraiment redonner le rugby aux amateurs et tout ça. Leur donner des moyens. Et donc il essaye aussi, Serge Blanco, d'attaquer Bernard Laporte sur son terrain de prédilection quand il a commencé son mandat. Donc voilà, c'est très stratégique, mais c'est sûr que Serge Blanco essaie de tirer son épingle du jeu, il a bien raison. Nicolas Guyamier, c'est vous qui allez conclure cette émission. Pour conclure, optimiste pour le rugby amateur en France ou pas ? Oui, totalement optimiste. Il faut continuer à faire un travail de fond, avec de la simplicité, et ça ne pourra que fonctionner. De toute façon, on récupère des joueurs, on est en fédéral et on est très content d'être en fédéral. Moi, je ne vois pas pourquoi. Non, je pense que c'est bien et il faut continuer ainsi. La Coupe du Monde, dans 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, peut vous aider à tirer des jeunes ou il faudra attendre l'effet Coupe du Monde ? Pour pouvoir accueillir des jeunes, il faut aussi qu'on ait des infrastructures. Parce qu'on parle des clubs fédéraux, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même des problèmes d'infrastructure parce qu'on vit sous les communes et que nous, à Fort-Lac, par exemple, on est plein. Il nous manque des terrains, il nous manque de budget. Autant, M. Laporte, on a reçu des maillots, on avait reçu un jaune maillot, mais aujourd'hui, on a quand même des problématiques pour évoluer à plus haut niveau sur des terrains. Donc, il faut continuer ainsi et de façon posée. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nicolas Guyamier d'être venu sur le plateau du Petit Pilier, président de Florac, équipe de Fédéral 2. Merci à Nicolas Parolorsi, journaliste d'RMC Sport, d'être venu nous faire bénéficier de vos éclairages avisés sur le monde du rugby et pas que celui du foot. C'est la fin de ce Petit Pilier. Coup de sifflet final, on rentre au vestiaire et on se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure. Belle soirée sur Noix. Bye.